bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va bien, merci de demander. Je sais que vous ne pouvez pas me parler par écran interposé, mais voilà, bon, bah ça va, je n'ai pas encore, comme vous pouvez le constater, je suis toujours dans les anciens murs, mais le déménagement va bientôt être enclenché. J'ai hâte. Non, j'ai pas hâte, mais bon, faut bien. Je m'égare là, oui. Alors, aujourd'hui, je voulais revenir sur... ça fait un moment que j'avais pas évoqué cette affaire, mais sur l'affaire du petit Émile. Plus précisément sur le grand-père. Alors, on a une information qui est tombée récemment, je crois, hier. Enfin, disons que ça a été communiqué par les médias, mais que les enquêteurs sont au courant de cette information depuis le début de l'enquête, c'est-à-dire depuis la disparition du petit Émile. Ce qui est intéressant de souligner, et on peut s'étonner d'ailleurs, c'est pourquoi cette information finalement ne sort que maintenant dans les médias. Est-ce que ça a fuité incidemment? Est-ce que ça a été voulu par certains? Et pourquoi, pratiquement 9 mois après sa disparition, on apprend ça que maintenant finalement, même si, encore une fois, cette information n'a aucun rapport direct avec la disparition du petit Émile. Donc je vais arrêter de jouer aux devinettes et de tourner autour du pot, et donc en l'occurrence il s'agit d'une information concernant le passé du grand-père. Donc en fait on apprend que le grand-père du petit Émile avait été entendu en 2018 en tant que témoin assisté dans une enquête sur des violences soupçonnées dans une communauté religieuse du nord de la France, près de Lens, où il avait été éducateur. Donc il aurait été décrit par certains, et par lui-même d'ailleurs, comme le plus rude de tous. Donc en fait il s'agit d'une affaire qui s'est passée au début des années 90, donc il y a plus de 30 ans de cela. Donc à cette époque, évidemment, le grand-père d'Émile était un jeune homme. Il n'avait, il me semble, pas encore connu la femme qui deviendra la mère de ses futurs 10 enfants. Et donc il avait ce passé religieux qu'il a toujours, puisque c'est une famille, on en a assez entendu parler dans les médias, décrite comme catholique, pour certains même intégriste, voire pour certains sectaires. Et donc il s'interrogeait sur son avenir et il voulait éventuellement embraser une carrière religieuse. Je crois qu'il avait déjà fait ses études de kiné ostéo, mais il s'interrogeait sur son avenir, sur s'il allait éventuellement travailler dans des établissements religieux, dans des communautés, etc. Donc c'était avant qu'il rencontre sa future femme. Donc, nous dit-on, parce que là je vois un article de BFM qui dit que donc c'est un axe de travail parmi d'autres. Donc les enquêteurs en charge de l'affaire Émile depuis presque 9 mois. Donc là, on nous parle donc du grand-père du petit garçon. Et on nous indique que, évidemment, au début de l'enquête, lorsque Émile venait de disparaître, donc depuis le 8 juillet 2023, évidemment que les noms et prénoms des parents, grands-parents, oncles et tantes du petit garçon étaient passés au traitement d'antécédents judiciaires, le TAJ, et donc comme toutes les procédures judiciaires, le passage au TAJ est indispensable puisque ce fichier recense les personnes mises en cause et les victimes dans les affaires judiciaires et pénales. Donc effectivement, en début d'enquête, on a le nom du père d'Émile qui est ressorti, puisqu'on sait qu'il faisait partie d'un groupuscule nationaliste, le Bastion, qui a été dissolu sous l'ère Macron, il y a quelques années. Et alors il n'a pas participé, mais il était présent lors d'une rixe avec plusieurs de ses participants
qui ont été accusés d'avoir molesté un couple d'étrangers en voiture, etc. Donc lui, je crois qu'il avait été auditionné, mais il avait été mis hors de cause. Et donc le passé en fait des parents, hein, du père d'Émile, du petit Émile, donc qui est, je ne sais plus comment il s'appelle, Colomban, je crois, et de son épouse, hein, donc la fille aînée du grand-père, hein, Marie. Donc leur passé avait été vite révélé, divulgué par l'intermédiaire des médias, puisque de nombreuses rumeurs faisaient état que cette famille était vraiment intégriste, catholique, ultra-pratiquante, limite sectaire, où ils vivaient un peu en vase clos, sous l'autorité du patriarche, hein, du pater familias, qu'est le grand-père, et que finalement, d'ailleurs, les enfants n'ont pas été à l'école publique, hein, c'est la mère, la grand-mère, je crois, qui leur faisait leur scolarité à la maison. Donc certains pointaient du doigt leur façon de vivre en sous-entendant que cela pouvait avoir un lien éventuel avec la disparition du petit Émile. Alors rappelons que pour le moment, personne n'a été mis en examen dans cette affaire, et que toutes les hypothèses, bien qu'on soit pratiquement 9 mois depuis sa disparition, toutes les hypothèses restent encore valables. Toutes les hypothèses sont mises sur la table, aucune piste n'est écartée, et aucune piste ne serait privilégiée, du moins officiellement. Voilà. Donc comme je le disais, le passif des parents est rapidement sorti dans la presse, hein. Et par contre, le passif du grand-père, hein, qui a également été, dont les enquêteurs ont pu prendre connaissance rapidement, ça n'avait pas fuité jusqu'à présent. Donc voilà, c'est un élément qui n'a pas été communiqué, hein, au début de l'enquête. Alors on peut se demander pourquoi le passé des parents a été si rapidement révélé, alors que le passif du grand-père, lui, est resté secret, hein, n'a pas été divulgué en début d'enquête. Ça, on ne sait pas, hein. Mais en tout cas, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on sait exactement sur le passé de ce grand-père, hein, dans les années 90? Donc, qu'est-ce qui est reproché à ce grand-père, hein, donc le grand-père d'Émile, qui est décrit, hein, par certains, donc c'est un secret pour personne, enfin du moins, c'est de nombreuses rumeurs plus ou moins fondées qui circulent à son sujet, qui le décrivent comme un homme intransigeant, qui est sévère, qui dispense une éducation sévère envers ses enfants, qui peut être donc rigoureux, intransigeant, voire pour certains autoritaire, sanguin, soupe au lait, et pourquoi pas colérique. Et certains vont vite s'engouffrer dans la brèche en disant que s'il est colérique, peut-être qu'il aurait eu un geste malheureux vis-à-vis d'Émile, qui était décrit comme un petit garçon plein d'énergie, très actif, et qui aurait pu finalement, selon certains, faire perdre son sang-froid au grand-père, qui aurait eu un geste malheureux, hein, voilà, qui aurait pu provoquer un décès accidentel, et que, toujours selon les hypothèses de certains, aurait pu donc provoquer son décès accidentel, que cela aurait été caché par toute la famille, hein. Toute la famille aurait eu connaissance de cet accident, qui aurait été dissimulé, et donc tout le monde aurait voulu protéger la famille, enfin le grand-père, et donc certains membres de la famille auraient été complices. Alors complices dans le fait qu'ils n'auraient pas dénoncé le grand-père, car le grand-père représente l'autorité, et que personne ne s'aviserait jamais de remettre en cause cette autorité. Alors voilà, hein, ce n'est qu'une piste, hein, parmi les nombreuses rumeurs, pour certaines très fantaisistes, hein, qui ont pu circuler autour de la disparition de ce petit garçon. Donc j'en reviens à mes moutons, là, parce que je suis encore en train un peu de divaguer, enfin de m'éloigner du sujet principal. Donc on apprend donc dans les années 90, donc on remonte au début des années 90, plus précisément à Liévin, dans le Pas-de-Calais, lorsque Philippe, donc le grand-père, rêve d'embraser une carrière d'ecclésiastique.
Il est fervent catholique, pratiquant déjà traditionnaliste. Il est âgé d'une vingtaine d'années quand il décide de pousser les portes de la communauté de Riaumont, donc dans le nord, pas très loin de Lens. Cette communauté est fondée en 1958 par le père Albert Revet, et cette institution religieuse se compose d'une communauté traditionnaliste, d'un village d'enfants ouvert jusqu'en 2019 et d'une association de scouts. Donc ce village d'enfants accueille des garçons en difficulté, qui sont placés soit par la DAS, soit directement par les parents. Après un signalement de maltraitance, Riaumont perdra son agrément et l'aide sociale à l'enfance arrêtera de placer des pensionnaires dans ce village au début des années 80. Des familles vont continuer pourtant d'envoyer des enfants à Liévin, d'autant qu'une école hors contrat est fondée à Riaumont au début des années 90 et délivre des CAP en menuiserie ou maçonnerie. C'est à cette période que Philippe fait son entrée dans la communauté. Nous étions des éducateurs stagiaires. Je l'ai connu à cette époque-là, témoigne une personne. Je ne sais pas pourquoi il est parti, je pense qu'il n'avait pas la vocation religieuse, parce que je crois qu'il est resté 3 ans là-bas. Depuis, je n'ai pas de contact avec lui et il est parti à l'autre bout de la France depuis 30 ans. Déclare donc un prêtre qui est toujours actif à Riaumont. Donc à cette période, les encadrants avaient un rôle de seconde famille. Donc ils accompagnaient les enfants à l'école, ils s'occupaient des offices, des formations religieuses. Le midi, le soir et durant les vacances ou le week-end, on s'occupait des enfants. Donc ce témoin dit qu'il n'a rien à dire de spécial, qu'il n'est pas au courant du tout d'une affaire pouvant le concerner. Avant de se confier davantage, parce que dans un premier temps il se confie par téléphone, et ensuite il va indiquer de vive voix si c'est de l'histoire de violence légère dont vous parlez, oui, il y a peut-être eu des réactions disproportionnées des éducateurs, mais cela n'a jamais été cautionné par Riaumont. Cela fait 5 ans qu'on nous fait mariner là-dessus. Donc on apprend que depuis 2010, la justice a ouvert plusieurs informations judiciaires pour des soupçons de maltraitance ou de violence sexuelle au sein de la communauté religieuse. En tout, près de 200 personnes, dont beaucoup d'anciens élèves, ont ainsi été entendus et des perquisitions ont été menées. L'ancien prieur de Riaumont a aussi été mis en examen. Le grand-père d'Émile, quant à lui, a été entendu par les enquêteurs en 2018 à ce sujet, dans le cadre d'une enquête de la police judiciaire de Lille pour violence volontaire. Donc, il aurait reconnu à l'époque avoir parfois donné des gifles, mais ce n'était pas souvent. En gros, il minimise un peu les faits qu'il aurait pu faire à l'égard de ses enfants. En tout cas, il a été entendu avec le statut de témoin assisté et pas en tant qu'il n'a jamais été mis en examen. Donc le grand-père d'Émile a été entendu. Il est donc interrogé sur des coups de poing ainsi que des punitions physiques de nuit dénoncées par certains enfants. L'homme avait assuré que cela était totalement faux. Alors, selon ses dires, il dit « Les coups de pied, oui, j'en ai mis au derrière, les gifles, j'en ai mis quelques-unes, les coups de poing, j'en ai mis quelques fois, mais pas, par exemple, au niveau des épaules. » Ah ouais. Enfin bon, voilà, il était quand même un peu violent. Après, il faut remettre les choses dans son contexte, dans leur contexte. Alors loin de moi l'idée de vouloir cautionner la violence, mais c'est vrai qu'à l'époque, qui se souvient... les personnes d'un certain âge ont eu des instituteurs qui pouvaient leur tirer les oreilles, leur tirer les joues, les règles sur les doigts, c'est pas si vieux que ça. Et dans les années 70 ou même 80, ça pouvait encore arriver. Et la violence était un peu banalisée, puisque l'instituteur avait incarné l'autorité. Et il y avait cette notion de sévérité qu'on pouvait retrouver évidemment dans des établissements catholiques, mais pas que, et également aussi dans des écoles publiques. Et ensuite, bien évidemment, tout ça a été de plus en plus sanctionné, puisque maintenant on en est carrément à interdire la fessée. Bientôt on verra une équipe du GIGN débarquer chez de pauvres parents qui
ulcérés et fatigués du comportement de leurs rejetons récalcitrants, se feront houspiller parce qu'ils auront osé donner une petite tape sur les fesses de leur petit bambin chéri. Enfin bon, bref. Voilà. En tout cas, il était un peu violent. Il reconnaît avoir eu certains gestes. Et le prêtre qui a témoigné, qui est toujours en activité, indique que 80% selon lui des enfants qui sont passés dans cet établissement sont très heureux aujourd'hui. Alors c'est vraiment des propos à prendre avec des pincettes, puisqu'effectivement il y a de nombreuses plaintes qui ont été déposées à l'égard de l'établissement et de certains de ces c'est pas des enseignants, mais enfin des personnes qui œuvraient au sein de cette communauté. Donc le prêtre indique « Je mets au défi les autres maisons qui accueillent des jeunes d'avoir de tels résultats. Avant de nuancer, si des pères ont eu un comportement inapproprié, il faut les poursuivre bien évidemment. » Enfin, c'est bien de le rappeler quand même, parce que c'est vrai que son propos était pas... C'était un peu ambigu. On ne va pas dire le contraire. Alors, il assure également ne pas avoir constaté d'actes de violence de la part de Philippe. Sinon, il faudrait qu'on m'accuse, moi aussi. J'ai déjà vu des prêtres péter un plomb et être repris sévèrement par le père Revet. Mais pas de sa part, ou alors je ne m'en souviens plus. Alors, un autre témoin indique, il a une meilleure mémoire, puisqu'enfant, il a passé quelques années à Riaumont entre ses 11 et 15 ans, et s'il garde un bon souvenir de cette période, il n'a néanmoins pas oublié la sévérité de frère Philippe, comme il se faisait appeler. Donc c'était un postulant, comme on a vu passer plusieurs qui venaient tester leur vocation religieuse et d'éducateur, puisque les moines ont vocation à aider les enfants en difficulté. Il est resté 1 an ou 2 et n'avait pas de vocation religieuse. Il est donc parti et je n'ai plus jamais entendu parler de lui jusqu'à la disparition de son petit-fils. Il dit que c'était le plus strict des éducateurs. Alors il faut savoir que cet établissement, il va... certains enfants à l'époque ont porté plainte, je ne sais pas si c'est contre l'établissement ou contre certains éducateurs qui œuvraient dans cette communauté à l'époque, mais pour des faits non seulement de violence, mais également de violence à caractère S. Donc il n'y avait pas que des faits de maltraitance physique avec de la violence, la violence, on va dire... sans autre ambiguïté, il y avait également des violences à caractère S. Donc c'était quand même quelque chose d'assez, c'est quelque chose d'assez grave quand même. Donc cette personne poursuit, donc le témoin qui était enfant à l'époque. Frère Philippe était déjà kiné ou en passe de l'être, il se cherchait un peu, avait choisi Riaumont car l'éducation à l'ancienne ne lui faisait pas peur. Il nous faisait faire beaucoup de sport, des travaux manuels, il était assez autoritaire, etc. Donc il exigeait le silence en salle d'études. Bon voilà, il avait des méthodes, comme certains instituteurs de l'époque, assez sévères, rigoureux, etc., avec matinée de quelques gestes de violence. Donc en fouillant dans ses souvenirs, Franck se remémore encore, il ne tolérait pas l'insolence, il donnait des punitions qu'on n'aurait pas eues avec d'autres. Donc voilà, il était quand même assez sévère. Un jour, indique-t-il, il m'a fait attendre à genoux au coin. Cela me touchait sur le moment, mais le soir, je n'y pensais plus. Donc il indique que lui, le concernant, contrairement à certains de ses camarades, il assure ne jamais avoir été confronté à la violence du grand-père, Philippe. Ni vu ni subi. Les seuls contacts que j'ai eus, ce sont des témoignages indirects des gens qui auraient vu frère Philippe mettre des baffes à des enfants. Et je n'ai aucune raison de mettre en cause ces témoignages, puisque ce sont des témoignages de camarades de l'époque. Voilà. Alors, cette personne indique que frère Philippe n'était pas forcément apprécié puisqu'il était le plus rude de tous. Mais il avait d'autres bons côtés qui contrebalançaient cette attitude sévère et rigoureuse, puisque malgré cette sévérité, il apparemment n'était pas inaccessible et les enfants à l'époque pouvaient parler, même rigoler avec lui comme avec les autres éducateurs.
Nous n'avions pas peur de lui et ne craignions pas de faire des activités avec lui. En particulier, il était assez doué en football et les enfants aimaient bien jouer avec lui. Voilà, donc l'ancien pensionnaire indique qu'il a raconté tout cela aux enquêteurs, puisqu'il a été entendu comme beaucoup d'autres enfants de l'époque, pour évoquer les agissements supposés de frère Philippe, ainsi que le comportement des autres encadrants dans ces années-là. Donc voilà en gros les informations dont on dispose s'agissant du passé du grand-père, qui n'ont aucun rapport direct avec la disparition de son petit-fils, mais effectivement, certains vont sûrement faire le lien entre ce comportement, cette attitude sévère, voire violente envers certains de ses anciens pensionnaires, et l'attitude qu'il aurait pu avoir avec ses enfants, et notamment là, en l'occurrence, avec son petit-fils. Rappelons dans les faits que... Alors là, je fais un peu le lien avec l'affaire de la disparition de Lina. C'est que le petit Émile s'est volatilisé en seulement quelques minutes dans ce hameau du Haut-Vernay. Donc il s'est volatilisé en quelques minutes alors qu'il était à quelques mètres de son grand-père. Hein. C'est bien pour ça que les témoins qui l'ont vu gambader sur la route ne se sont pas inquiétés outre mesure, parce qu'il était vraiment pas loin du domicile des grands-parents, et que il était, voilà, il y a certains témoignages qui disent que le grand-père était en train de couper du bois, et que pendant un certain temps, du moins, il était dans le champ de vision du grand-père. Donc, il était vraiment très proche, et je dis que je fais le parallèle avec l'affaire de la disparition de Lina, parce que dans ces deux affaires, que ce soit Lina ou le petit Émile, ils disparaissent en seulement quelques minutes, et on a du mal à comprendre comment cela a pu se passer. En tout cas, ça élimine quand même fortement l'intervention d'un individu extérieur, un étranger au village, puisque ça se situe dans un hameau en cul-de-sac. Et pour l'affaire Lina, c'est sur la D350, mais cette portion de route est utilisée pratiquement uniquement par les gens du coin qui habitent vraiment à cet endroit-là. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de faire un parallèle, puisqu'on se dit que ça ne peut venir que de l'intérieur, que de proches, d'amis, d'entourage, de voisins, vraiment pas quelqu'un de l'extérieur. Et ensuite, donc il faut savoir que dès le début de l'enquête, des soupçons s'étaient portés sur la famille, de par son profil très religieux, très pour certains intégristes, etc. Et certains avaient mis l'idée que, au vu du caractère du grand-père, peut-être excédé, il aurait porté un coup fatal, et que ensuite le décès accidentel aurait été dissimulé par la famille pour protéger le grand-père. Donc on ne sait pas, bien évidemment, mais en tout cas c'était une hypothèse qui avait circulé, et qui là va pouvoir peut-être être ravivée ou accentuée par ce qu'on apprend sur le passé du grand-père, et notamment son comportement lorsqu'il était éducateur au sein de cet établissement religieux. Donc on verra bien. Donc c'est pas encore une fois, c'est pas une information qui est susceptible de faire évoluer l'enquête sur la disparition du petit Émile, concrètement. Ça apporte pas grand chose de plus, si ce n'est que voilà, on connaît certains éléments du passé du grand-père dont on n'avait pas eu connaissance jusqu'à présent. Alors pourquoi ça fuite maintenant, on peut se poser la question. Ça, effectivement, nul ne le sait. C'est vrai que c'est un peu étrange. Et ensuite, on espère que ça ne va pas finir en cold case, parce que ça va faire bientôt 9 mois que le petit Émile a disparu. Il y avait également la piste de l'accident avec un tracteur à un jeune du coin. Ce qui est quand même, moi, ce qui m'a toujours interpellée, c'est quand même... Parce que je me dis qu'au bout d'un moment, il n'y a pas forcément que les hasards et les coïncidences. C'est peut-être à relier avec la disparition. Quand on sait que le matin même de la disparition du petit Émile, le jeune homme s'était embrouillé avec le grand-père, il s'était disputé parce que voilà, il avait abîmé une partie de son mur avec son tracteur, que
ce jeune-là n'appréciait pas du tout la famille et se cachait pas pour le dire ouvertement, on peut se demander si finalement il s'est pas passé quelque chose en lien avec ces protagonistes-là. Est-ce que finalement il n'y aurait pas eu une histoire de vengeance ou d'accident et voilà. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de chercher, enfin ça reste mon avis, mais il faut arrêter de chercher des intervenants extérieurs et essayer de trouver des coupables, je pense, dans l'entourage proche et de proximité. En tout cas, c'est ce qui paraîtrait le plus logique, hein. Maintenant, je peux me tromper, mais voilà, c'est un cul-de-sac, c'est un mot. Pour Lina, on est sur un tout petit patelin avec une D350 qui est quasiment empruntée que par des gens du coin. Je pense qu'il faudrait peut-être chercher, voilà, dans la sphère très proche des disparus. Donc voilà ce que je voulais dire s'agissant de la disparition du petit Émile et des révélations sur le passé du grand-père. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires en restant courtois et respectueux, c'est très important. Et si la vidéo vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu en l'air parce que ça fait toujours plaisir, à liker, commenter, partager, à vous abonner, c'est encore mieux et ça m'aide à continuer de faire des vidéos. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle révélation et pourquoi ça n'arrive que aussi tardivement, pourquoi attendre 9 mois avant de laisser fuiter cette information. Est-ce que c'est sciemment voulu ou est-ce que finalement ce n'est que le fruit du hasard, hein, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette révélation, si pour vous il y a un lien entre le passif du grand-père et la disparition du petit Émile, ou si il n'y a aucun rapport et qu'il faut chercher ailleurs. Voilà. Et bien, donc quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et affaire à suivre.